Salut, ici Patrick Lagacé. Chaque matin, avec Fred, Catherine, Marc, Stéphanie et Bénédicte, on vous informe dans la rigueur et la bonne humeur. C'est un rendez-vous dès 5h30. Lagacé le matin au 98.5 Montréal. L'inimitable. Nouvelles technologies, univers numérique et innovation. Voici Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode extrêmement spécial d'Une tasse de tech. Alain McKenna ici, en chair et en os, avec Pascal Forget en chair et en os. On a utilisé une technique avancée d'intelligence artificielle pour donner l'impression que nous sommes dans la même pièce. Toute forme d'intelligence ici, c'est purement artificiel. Très content de te voir en personne. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas... On a dû faire un épisode depuis la pandémie où on était à la même place en même temps. Je ne me souviens même pas. La virtualisation... On espère que ça va vous plaire. On est en direct de chez Incertec. Voilà, c'est ça. C'est une occasion spéciale parce que Incertec, vous le savez, c'est une entreprise extrêmement ambitieuse qui réinsère dans la chaîne d'utilisation de produits informatiques, dans le fond, des vieux ordinateurs, du vieux matériel informatique, et qui emploie des gens qui sont en réinsertion dans le marché du travail. Tout ça ensemble, ça marche depuis 1998 avec succès. Donc, il faut célébrer ces succès-là. Et c'est pour ça que nous sommes ici à Une tasse de tech avec les gens d'Incertec. On va leur parler tout à l'heure parce qu'on va aussi parler de deux choses. Ils font une vente d'entrepôt en fin de semaine, samedi le 7. Le premier samedi de juin à partir de maintenant. On vous revient avec les détails. Si vous voulez un ordinateur pas cher, j'en ai vu à 400 des bons PC portables en bas. Et à partir de 100 tu peux te trouver un ordinateur qui va être très convenable, que tu peux installer Linux dessus, tu peux t'amuser, tu peux l'utiliser avec Windows 10. Et si tu veux, on va te montrer comment installer Linux dessus pour qu'il dure encore plus longtemps. On a juste besoin d'un ordinateur pour des besoins modestes de navigation sur Internet. Ça fait encore le travail. J'ai plugué Linux deux fois, c'est quand même pas rien. On va recevoir des courriels de plainte. Et aussi, restez avec nous parce qu'on va faire tirer quelque chose. On a un spécial spatial, on va le dire comme dans Spacebase. Les gens d'Incertec sont extrêmement gentils, généreux de nous accueillir, mais en plus de célébrer, dans le fond, le fait qu'on est ici en faisant tirer auprès des gens. Et on va vous dire comment participer. C'est pas très compliqué, mais ça va demander un petit effort de votre part pour profiter des bons services d'Incertec. Voilà. On va tout de suite on va les saluer et on les félicite quand même d'être avec nous, nos partenaires pour la saison en cours d'Une tasse de tech. TELUS, bien sûr, TELUS, le fournisseur sans fil qui fait jusque dans l'intelligence artificielle, lui aussi, disons-le comme ça. Plan Hub, je vous le dis comme ça en passant, vous savez, c'est un comparateur de forfait dans le sans fil, dans l'Internet, et présentement, ils ont sur leur site de l'information si vous planifiez vos vacances et vous vous dites, je vais à l'étranger, comment vais-je rester connecté? Moi, j'ai ma grande fille qui est en France en ce moment, et on lui a trouvé, en fait, c'est sur Simbud, mais on a trouvé un forfait eSIM, qui est un partenaire de Plan Hub pour pas cher en Europe. Il y a aussi d'autres forfaits qui existent parce qu'ils ont... Pas tout le monde qui veut une eSIM, mais ça se comprend. Sur Plan Hub, il y a des spéciaux, il y a une section spéciale sur comment garder sa SIM, mais les meilleurs services avec SIM à l'étranger. Donc, on les salue. Et c'est de Montréal, on les a suivis depuis quelques semaines. On va revenir avec eux dans les prochaines semaines pour sortir des faits saillants de la conférence qui était, ma foi, fort intéressante. C'est de Montréal, vous savez, c'est au croisement du commerce et de la créativité. Oui, exactement. Et puis, on est vraiment désolé pour le son. Je vais le dire, j'étais dans la salle... la semaine dernière. La semaine dernière, quand on a enregistré à C2 Montréal, avec l'annulation de bruit... On s'entendait très bien et on s'est rendu compte au final que l'annulation de bruit ou l'enregistrement ou quelque chose s'est produit. Le son est un peu... Merci de nous avoir supportés. Merci d'être encore avec nous dans cet épisode-là. C'est le prix à payer pour être à la frontière de l'innovation avec les gens d'Une tasse de tech. Et je l'ai mentionné, c'est fou parce que je m'étais installé, tout allait bien et il y a un trio à cordes qui s'est mis à jouer. Ah oui, c'est vrai. Très fort. Et là, j'espérais qu'on n'entende pas. On pourrait faire ça en studio, là, pépère, avec nos gros micros, Rode et tout le kit. Mais non, nous, on ose. Excellent. Parlons des nouvelles, les espressos de tech. Partons ça tout de suite. Toi, tu t'en vas bientôt. Avec ton café. Ben oui, avec mon café. Ben, écoute, on est présentement à Montréal en direct, en enregistrement en direct, je devrais dire, d'Incertec. La semaine prochaine, je vais être, je présume, à Cupertino.
parce que c'est toujours en Californie, mais des fois, ça bouge un peu, pour la conférence WWDC d'Apple, l'édition 2025, qui va être, j'imagine, pleine de super bonnes nouvelles. On pourra faire un épisode de là-bas. Entre-temps, on voit les couleurs, on voit les rumeurs couler sur Internet. Il y en a beaucoup quand même. Et arrivant de Google I.O., où on a beaucoup parlé d'intelligence artificielle, c'est un peu étonnant de voir que le sujet, ce coup-ci, risque d'être un petit peu à côté de ça. Mais la grosse affaire, je pense, puis plus j'y pense, plus que je me demande pourquoi ils l'ont pas fait avant, c'est qu'on va avoir une harmonisation des numéros de version des systèmes d'exploitation chez Apple. Ça va pas changer la vie de personne, mais il me semble que ça va être moins compliqué pour moi et pour toi quand on parle de leurs gadgets. On est toujours mêlés dans WatchOS, iOS, iPadOS, macOS, tvOS, je ne sais pas quel autre. Puis là, en plus, RealityOS, qui pourrait être pour les éventuelles lunettes de réalité augmentée, qui sera à côté du Vision Pro, qui a eu son Vision OS. Et là, si vous êtes mêlés, c'est normal, parce que moi-même, je l'ai dit, puis je suis plus sûr que je suis rendu dans ma phrase. Mais chacun de ces logiciels-là a sa propre version, en ce moment, tu sais, 2, 9, 19, et ainsi de suite. Et là, on irait avec l'année. Et sérieusement, c'est tellement logique. Samsung l'a fait avec le Galaxy S en 2020, en disant, on est passé du Galaxy S10 au Galaxy S20, et à partir de là, on suit l'année en cours. Apple va encore plus loin. Il dit, nous, on va suivre l'année d'après. Fait qu'on va lancer, et je présume que ça va être cet automne, mais par exemple, une nouvelle version de macOS qui serait macOS 26. Et évidemment, c'est une rumeur et c'est ce qu'on soupçonne qui va arriver. Ça se peut que ça n'arrive pas, mais ça semble tout à fait logique que ça se produise. Donc, à l'automne prochain, on aurait macOS 26 pour l'année de 2026. C'est une des choses qu'on va probablement apprendre durant la fameuse keynote d'ouverture de WWDC la semaine prochaine. J'espère qu'ils vont faire un jour comme ils font avec Windows. Ils vont garder longtemps le même nom de version. Je ne sais même plus pourquoi on a des versions. Tu sais, Apple aime beaucoup, avait à une époque cette stratégie de dire, puis même l'iPhone, ils disent pas l'iPhone, ils disent iPhone, comme si c'était le prénom d'un enfant. Oui. Mais on en reste avec les chiffres, et les chiffres n'ont plus vraiment de sens, surtout depuis l'iPhone 10X, qui arrivait un peu avant l'iPhone 9, pour une raison ou pour une autre. On pourrait juste appeler ça iPhone, puis dire, regarde, c'est l'iPhone de l'année 2025, l'iPhone de l'année 2026. Mais là, c'est du marketing rendu là, j'ai plus l'impression. Et voilà, est-ce qu'on passe à Android? Parce que tout était... Parlons d'Apple, parlons d'Android. Il faut qu'on balance, sinon on va recevoir des courriels de plainte, parlons-en, parce que j'ai installé la bêta d'Android 16, c'est vraiment très bien. Android 16, tu étais à Google I.O., il y a une petite nouvelle qui est venue me chercher après, qui mentionne qu'on va avoir une version bureau d'Android. On va pouvoir brancher son téléphone dans un écran, sur un écran avec une souris, j'imagine des périphériques, et s'en servir comme un petit ordinateur. Ceux qui ont des téléphones Samsung depuis quelques années vont dire « Ah, je connais ça, j'utilise DeX depuis des années. » Exact. Ils se sont basés, ils ont travaillé avec Samsung pour utiliser, ce que je comprends, la version de DeX pour l'intégrer dans tous les téléphones Android avec Android 16. Alors ça va faire jaser, je pense. Bien, ça va faire du bien. Je l'ai utilisé en bêta parce que je voulais l'essayer rapidement. Et le problème, c'est que ça fait une extension de ton bureau Android sur un moniteur qui n'est pas tactile. Donc, à moins de jumeler un clavier et une souris par Bluetooth à son téléphone, il n'y a pas d'interface, il n'y a pas d'interaction encore. Donc, c'est vraiment en ce moment au stade extrêmement préliminaire et ça fonctionne seulement sur les téléphones Pixel 8 et 9, je pense, les derniers. Là. Donc, c'est pas encore à point, mais effectivement, éventuellement, Android 16 va être accessible de tout le monde. Et même sur les Samsung Galaxy, parce qu'ils ont accéléré le processus. C'est ça. J'espère qu'il n'y aura pas de DeX du côté de Samsung. Et la version de bureau, là, ça serait 2 développements différents. Il faut que ce soit la même version pour tout le monde. Il faut voir que les applications s'ajustent ou que les développeurs d'applications créent aussi une version plus grosse fenêtre de leur application, ce qui n'est pas tout le monde là, qui le fait. Et la rumeur, suite à ça, qui m'a beaucoup troublé, c'est que ça pourrait dire que Chrome OS pourrait disparaître. Parce que si Android devient suffisamment performant sur une version laptop, on pourrait avoir Android partout et là, ça permettrait d'utiliser toutes ces applications avec tous les formats. Pour avoir un Chromebook sur Android, ça se pourrait à la limite. Ben oui. On élimine Chrome, on utilise une version d'Android qui... avec clavier, Parce que ça a toujours été la difficulté. Android ne fonctionne pas super bien sur un écran qui est plus grand qu'un téléphone. Les applications ne s'affichent pas toutes de la bonne façon. Si on peut adapter ça sur n'importe quelle taille d'écran, on a peut-être quelque chose de plus chouette là-dessus. À suivre, donc. Ça s'en vient. Android 16 devrait, cet automne, je pense, être essaimé par Google. Oui. Un mot qu'on n'utilise pas souvent. Ouais. Il y a eu une grosse nouvelle. On n'en a pas trop parlé la semaine dernière, mais ça bouge chez OpenAI. Ils ont acquis... c'est un peu compliqué parce que, vous savez, Sir Jonathan, il y a un deuxième prénom
Ive, qui est l'ancien designer d'Apple, qui a fait l'iPhone, qui a fait des Mac, qui a relancé avec Steve Jobs la compagnie il y a quelques années, évidemment qui s'est retiré pas mal d'Apple il y a quelques années, s'est lancé dans le design indépendant et vient de voir sa start-up que personne ne connaissait vraiment, qui s'appelait I.O., être racheté pour 6 milliards 500 millions américains par OpenAI, par le PDG d'OpenAI, Sam Altman. C'est ironique que cette nouvelle-là porte sur une start-up qui s'appelle I.O. et qu'elle a été annoncée au moment où Google tenait sa conférence Google I.O. et que c'est comme si on a l'impression que Google aurait pu faire la même chose et aurait raté une occasion là, d'aller récupérer l'ancien designer d'Apple. Mais bon, bref, la nouvelle n'est pas vraiment là. La nouvelle, c'est qu'avec cette acquisition-là, OpenAI va se lancer dans la commercialisation de produits de hardware, de matériel, de quincaillerie informatique. Ce qui est quand même pas rien pour une entreprise qui vient de partir dans l'intelligence artificielle générative. Surtout qu'on est, un an ou deux après le lancement de ces fameux petits gadgets comme le Human AI Pin ou le Rabbit, le petit appareil qui, tous deux, se voulaient l'espèce de compagnon matériel, en fait, d'intelligence artificielle générative, qui ont été 2 échecs monumentaux. Et là, OpenAI dit non, nous, on pense qu'on va vendre 100 millions de ces appareils-là dès la fin 2026 et que ça va nous propulser vers une valeur en bourse, une valeur, disons, au livre, parce qu'ils ne sont pas encore en bourse, de 1 billion, de 1 trillion, de 1000 milliards de dollars américains. Il y a une logique, parce qu'effectivement, quand tu vends du hardware, c'est plus facile de valoriser ton entreprise que juste du service logiciel, surtout dans l'intelligence artificielle qui est extrêmement spéculative pour le moment, qui génère très peu de revenus récurrents. Mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner, parce que déjà, on parle d'un appareil qui ne serait pas doté d'un écran tactile. On veut se défaire de l'écran tactile, mais ce sera un appareil qui se dépose sur le bureau. Donc, ce ne sera pas une épinglette ou un truc qu'on porte sur soi, mais un truc qu'on met à côté de son Mac, à côté de son iPhone. C'est comme ça que Johnny Ive l'a décrit. Mais qui permet quand même d'interagir avec un assistant d'intelligence artificielle, dans le fond. Parce que là, on entre dans l'ère de l'agentique, qui est genre des applications d'IA très concrètes qui automatisent des tâches jusqu'au bout. Et là, ce serait une façon de dire « Hey, mon ami ChatGPT, achète-moi une paire de bas. » Et là, pouf, ça se fait tout seul. Je ne sais pas si ça va arriver. Je ne sais pas si ça va marcher, en fait. Moi, je sens là, la surenchère, je sens la tentative. Il y a 2 choses en technologie. Il y a l'intérêt du consommateur et il y a l'intérêt des investisseurs. Il y a beaucoup de ça, oui. Et quand je vois que Johnny Ive a été vu avec la veuve de Steve Jobs qui cautionne le projet, la veuve de Steve... C'est comme si Yoko Ono approuvait un projet musical... Les Rolling Stones? De Yoko Ono. Oui, mais je veux dire, les Beatles n'existent plus. Non, je sais, mais approuver... C'est quasiment ça. On va s'empoigner. Ce ne sera pas ce qui va nous diviser. C'est pas Android ou iOS. C'est pas Windows ou macOS. Non, ça va être Beatles. Yoko Ono. C'est Yoko Ono. Elle a séparé les Beatles. J'espère qu'elle ne séparera pas une tasse de tech. Yoko! Non, mais c'est très, très drôle que la veuve de Steve Jobs, qui aurait vu le produit en développement, a dit « OK, c'est fantastique. » Et là, évidemment, qu'est-ce qu'elle connaît là-dedans? Je sais pas, ça. Okay. Mais c'est la veuve de Steve Jobs. Elle doit connaître quelque chose quand même. Elle a côtoyé Steve Jobs. Ouais. Fait que là, qu'ils fassent ce genre de spectacle-là, ça donne l'impression qu'ils veulent récolter des sous, puis qu'ils veulent évidemment faire miroiter des revenus amusants. Mais ça m'a rappelé, tu te souviens-tu du Segway? Oui. Qui était un appareil qui allait révolutionner le transport. Ils ont su, les investisseurs se battaient pour leur donner de l'argent. Et finalement, ça a fait un produit très intéressant qui aurait peut-être eu beaucoup plus de succès s'il avait été lancé de façon plus modeste et raisonnable. Mais ça n'a pas marché. Ils se sont réinventés. Ils ont fait Ctrl-Alt-Delete, littéralement, et ils ont réinventé Segway en trottinette électrique. Mais tu as raison, au début, c'était un produit qui... oui, c'est ça. Et c'est donc, est-ce que ça va être la même chose? Et on a vu ce que ça a donné pour le Rabbit, on a vu ce que ça a donné pour l'autre petit gadget. J'ai hâte de voir ce qui va être annoncé. Il y a les lunettes Ray-Ban avec Meta AI auxquelles on peut parler. On parlait des lunettes la semaine dernière, Google I.O., les lunettes Android XR avec la même chose. En gros, là, on est en train de se pitcher dans les technos, dans les produits de dialogueurs, en fait, auxquels on pourra parler. Et le problème, c'est qu'à date, et c'est ironique, parce qu'on trouve beaucoup de ces agents-là dans les voitures. Tu sais, on peut parler à son char depuis 20 ans. Et ça marche exactement 0 fois. Donc, j'ai hâte de voir si cette fois-là sera la bonne. C'est un gros pari quand même. J'allais dire exactement la même chose. On peut parler à la voiture. La voiture ne me répond pas vraiment, mais... Tu sais, change la radio, puis là, elle allume elle baisse les freins, puis elle allume la quand climatisation. tu changes, encore une fois, en 2025, c'est inconcevable. Baisse le volume, la lumière s'allume. C'est comme, voyons, on est en... C'est la base. Ça devrait marcher depuis longtemps.
Passons maintenant à nouvelle Pocket. grave. Nouvelle grave et triste. La fin de Pocket, c'est la chronique funéraire, la partie funéraire. T'as la main, ça. On les a tous. J'ai de la peine. Écoute, je me sers de Pocket depuis avant les Google Glass. C'est drôle, c'est le lien, parce que je me rappelle d'avoir jumelé Pocket à mes Google Glass pour consulter dans le coin ici de mon champ de vision des trucs que je prenais en note sur mon ordinateur. Pocket, c'est un service qui permet de mettre de côté des articles pour lire plus tard. C'est comme des super signets web. Super signets web. Ouais. Bon, oui, tout à fait. Puis ça permet de les lire sans publicité de façon plus confortable. C'était compatible avec les liseuses Kobo. Oui, c'est vrai. Ça, c'était extraordinaire parce que je pouvais prendre des articles un peu plus longs, les mettre de côté, ouvrir ma liseuse et lire dans ma liseuse les articles. Le service ferme. Musique, C'était acquis par les gens de Mozilla, oui, de mémoire. Ceux qui font Firefox. Ouais, On dit on développe plus ça. Peut-être parce que l'utilisation était de passionnés était très importante. Je pense qu'il se lance dans l'intelligence artificielle aussi. Oui, il y a quelque chose oui, parce que maintenant, c'est l'intelligence artificielle de préséance. Je suis passé à Wallabag. OK. Wallabag.it. Quelqu'un me parlait de Google Keep, qui est un Google Keep, qui est plus un bloc-notes numérique, mais j'imagine qu'on peut faire de la prise de signets aussi. Oui. J'ai pas L'idée, c'est que ça faisait quelque chose de tellement spécifique, trouver quelque chose qui remplace de façon aussi agréable, aussi visuellement attrayante. Ce qui m'a charmé de Wallabagit, c'est que c'est un projet français qui s'appelait Poche au début. Un projet Poche, non, mais Pocket Poche. Ben oui. Mais qui se voulait open source en se disant, si jamais ça ferme, on va pouvoir déplacer les données. D'ailleurs, sur l'interface de Wallabag, tu as vraiment un bouton qui permet de télécharger en tout temps tous tes signets. Pratique. Et c'est drôle parce que j'ai importé mes données. Pocket permet de les exporter, te suggère de les exporter. J'avais 37 000 quelques signets qui ont été transférés. Ça a pris beaucoup de temps. Je me demandais pourquoi ça travaillait autant. Quand j'ai vu 37 000, j'ai fait « OK, je comprends ouais. ». Et Wallabag, il y a eu un message quelques heures plus tard qui est apparu qui dit « OK, depuis l'annonce de Pocket, on est un petit peu en surcharge de nos serveurs. Désolé s'il y a eu des retards de service. Depuis ce temps-là, ça flotte beaucoup mieux. Ça fonctionne bien. Ça coûte une vingtaine de dollars par année pour l'héberger par eux. Sinon, on peut l'héberger sur son propre serveur. Parce que n'importe qui utilise Linux peut faire. Bon, encore Linux. 3 fois Linux. Aujourd'hui, Linux va sauver votre vie. Non, mais on va en reparler, parce que c'est une façon de donner une deuxième vie à des vieilles machines. Ces appareils, c'est super intéressant, je trouve, comme façon de faire. Aujourd'hui, je vais vous faire peur. Maintenant, je vais vous faire peur. En fait, je vais aller plus loin que ça, je vais vous faire peur et je vais citer Yoshua Bengio, ce qui ajoute du poids, dans le fond, à la nouvelle. Le Hulk de l'intelligence artificielle. Ben oui. Le Hulk. Le Hulk, parce que dans les Avengers, à un moment donné, Non, c'est que dans les Avengers, à un moment donné, il y a Loki, je crois, qui dit on a une armée, ou un méchant qui dit nous, on a une armée. Il dit, nous, on a un Hulk. Ah, ben oui, c'est vrai. Les Chinois ont des milliers d'ingénieurs, la Californie a des milliers d'ingénieurs. Nous, on a Yoshua Bengio, c'est notre Hulk. Je dis, il a certainement du poids dans le monde de la recherche en intelligence artificielle et il a annoncé cette semaine le lancement d'un nouvel organisme qui s'appelle Law Zero en anglais, Loi Zéro en français, qui vise à inciter des chercheurs, en fait, il comprend déjà des chercheurs, mais à inciter la communauté de chercheurs plus large dans l'intelligence artificielle à créer une IA responsable à tous les coups. Donc, à bâtir dans la recherche, dans la science, dans le développement de ces outils-là. Je ne vais pas dire une conscience, il a certainement la meilleure expression que moi là-dessus, mais en fait, des garde-fous pour éviter que ça dérape, que ça devienne des outils. Parce que vous savez, Bengio, il y a quelques années, avec d'autres chercheurs, parlait d'un rogue AI, donc une IA qui deviendrait pratiquement consciente d'elle-même et qui empêcherait en fait les humains, disons, de l'éliminer, si vous voulez. Et le problème, à travers tout ça, et ça, c'est super louable parce que c'est ça qui arrive, c'est que le problème, ça fait au moins deux grands modèles de langage, 2 LLM, qui, sous pression, et à qui on demande de se désactiver après l'exécution de certains calculs, modifient leur code pour éviter que ça se produise, sans aucune demande de personne. Donc, elles deviennent comme conscientes de leur existence et refusent de se faire effacer. Et pour l'instant, ça peut être, c'est comme assez banal et rigolo parce qu'elles font rien vraiment de méchant. Mais le jour où elles décident que, en partie, à travers leurs paramètres, pour arriver à leur fin, il faut aussi comme faire cracher un système électrique ou électronique ou un système de sécurité ou quelque chose. Là, ça va commencer à être sérieux. Et le premier, c'était Claude. C'est documenté par des chercheurs, Claude d'Anthropic, qui a, dans certaines circonstances, refusé de se faire effacer. Et le plus récent, ce sont des chercheurs d'un organisme qui s'appelle Palisade Research aux États-Unis, qui ont fait des centaines de tests sur la plupart des grands langages, des grands modèles de langage. J'ai de la misère à le traduire, c'est difficile à dire en français, les LLM.
Et ils ont découvert que la version O3 de GPT, y compris donc le dialogueur ChatGPT O3, pouvait, dans certains cas, là dans leur cas c'est 12 fois sur 100 si je ne me trompe pas, contourner la demande de se désactiver après avoir exécuté un certain paramètre. Et là, on est dans une drôle de situation parce qu'on est sur le bord d'un film de science-fiction où il y a un petit peu d'horreur qui embarque. Là. Ben oui, mais si tu as vu le dernier Mission Impossible... Ben, j'ai pas vu le dernier, mais je comprends le prémisse. Attache-toi qui est fait pipi avant parce que c'est long. Écrivez-moi en privé, ça me fait plaisir de vous donner mes critiques du film. Ah, OK. On aura une critique cinéma dans la version étendue du balado. Restez avec une tasse de critique de cinéma. Une tasse de cinéma. Mais c'est un peu ça, l'entité qui est une intelligence artificielle qui se répand dans les systèmes informatiques, prend le contrôle des missiles nucléaires et se dit, tiens, je vais détruire la planète. Là, je vous gâche pas de punch. Là. Non, mais on peut faire une liste de lecture aussi. Il y a des romans qui sont écrits là-dessus en science-fiction depuis des années. Donc, on est rendu là. Et ce qui est un peu étonnant, ça, c'est... Je vais finir là-dessus, sur cette histoire-là, parce que c'est pas mal juste ça, la nouvelle, mais quand on fait de la conduite avancée sur une piste de course, les instructeurs de course nous disent, si vous voyez un poteau et vous voulez contourner le poteau, regardez pas le poteau, parce que quand on regarde un objet, on a tendance à se diriger vers cet objet-là. Et là, on regarde tellement le Rogue AI, on obsède tellement là-dessus qu'on est en train de le créer. Ce que j'espère, c'est que la nouvelle entreprise de M. Benjo, Loi Zéro, arrivera à ses fins et forcera les chercheurs à l'université, dans les centres de recherche, en entreprise aussi, à adopter des meilleures pratiques pour éviter justement ce genre de situation. Sinon, on appelle Tom Cruise. Lui, il règle ça. En dedans de 2 ans. Et en plus, il fait ses propres cascades. Est-ce que Joshua Benjo fait ses propres cascades? On va l'appeler. Parlant de deepfake, on ne parle pas en tout de deepfake. Non, mais on n'est pas loin. On n'est pas très loin. Les deepfakes, une des façons de les détecter, parce qu'ils sont de plus en plus réussis, était d'analyser s'il y avait un rythme cardiaque ou non. En analysant les subtiles variations de couleurs, il semble que c'est détectable. On prend un film de quelqu'un et on pouvait voir que dans le visage de la personne, il y avait des légères variations de couleurs, ce qui permet aux montres sportives de détecter son rythme cardiaque au travers de la peau. On détecte le changement de couleur de la peau. À distance, à travers un écran. On pourrait le faire, pas au travers d'un écran, mais par l'analyse des pixels de l'image. Ah, wow, OK. Oh, wow. Et donc, c'était une façon de dire que, c'est une vraie personne. La personne a un rythme cardiaque. La compagnie qui faisait ça s'est rendue compte que sur les deepfakes récents, il y avait un rythme cardiaque. Les gens respirent même si ce n'est pas des vraies personnes. Les gens ont le deepfake qui est généré à partir de quelqu'un. Alors, je prends une image de toi, je te fais dire autre chose avec le deepfake. Ils analysent l'image et ils font « Yips ». Il y a un rythme cardiaque. Ça bat et ça semble assez naturel pour que ce soit pas facile à détecter. L'autre dispositif, c'était de voir si on avait la circulation sanguine, donc pas seulement un rythme cardiaque, mais de détecter dans le visage les variations de température, de rythme cardiaque dans le visage. Encore une fois, c'est de fluctuation du sang. Ça, c'est fou. Oui, avec les pixels. Mais là, il semble que, sans leur demander, l'intelligence artificielle, encore une fois, réussit à générer quelque chose qu'on n'a pas demandé, qu'on n'a pas dit fait un deepfake avec... Ça veut dire que c'est indétectable à l'œil, dans le fond, ça prend vraiment un outil. Ben non, parce qu'on ne le voit pas non plus si vous nous regardez sur YouTube. Vous voyez pas j'ai l'air de respirer. Mais il semble qu'en analysant les pixels, on pouvait dire que c'était une personne ou non. Puis il semble que ce serait quelque chose de plus terrible. Il semble que ce qui serait maintenant la meilleure preuve, ou du moins ce qui suggère comme preuve que ce soit une véritable vidéo, c'est une signature numérique, c'est le mot que je cherchais, qui dit « Ce document vidéo n'a pas été modifié ». Encore une fois, on ne parle pas juste de quelque chose qu'on écrit dans le coin, on parle de quelque chose codé dans le signal. Il faut que ce soit codé dans l'IA, parce que les gens qui l'utilisent et qui créent des vidéos à mauvais escient ne voudront pas signer. Contourner ça très vite. Mais une vidéo qui n'est pas signée deviendrait suspecte automatiquement. Si tu as un capteur de téléphone qui intègre un code qui dit cette vidéo-là vient directement du capteur et que si elle est modifiée, ça brise cette chaîne-là. Ça devient compliqué. Oui. Il va falloir... je crains. Je suis tombé sur un site de reprises, de fausses chansons des années 50, 60, 70 et 80, grivoises. Alors, si vous voulez, encore une fois, écrivez-moi en privé, je vous donne le site. Mais c'est très, très drôle parce que moi, je plains les historiens du futur qui vont devoir, dans 50 ans, voir les archives, fausses chansons, les fausses archives. Je voyais une vidéo de quelqu'un qui se spécialisait sur le Titanic, qui dit qu'il y a tellement d'images générées artificiellement sur le Titanic. Déjà,
que c'est Que déjà, c'est difficile de déterminer si c'est un vrai document original qui est un peu flou, abîmé, usé, ou recréé par l'intelligence artificielle, qui a été flouté pour donner l'impression que c'est vieux. Et là, c'est... Ouais. Les historiens du futur vont pleurer. Il va y avoir une intelligence artificielle pour ça, c'est comme... Je vais intervertir mes deux actus de la fin, Pascal, parce qu'il y a une progression logique. On va parler de jeux vidéo 2 fois. Mais la première, c'est pas très rapide, parce qu'on parlait un petit peu tantôt de réalité augmentée. C'est le jeu Demeo. En fait, il y a un jeu en réalité augmentée que j'aime beaucoup, qui, à mon avis, est le super jeu. Ça s'appelle Demeo. C'est comme un jeu de rôle de table. C'est comme jouer à Donjons & Dragons, par exemple. Okay. Où on joue chacun à 4, en fait, qui se rejoignent par réalité virtuelle. On déplace les petits bonhommes avec nos doigts, comme si c'était un vrai jeu de table, sauf dans le virtuel. C'est super le fun, c'est super banal. La compagnie qui fait ça, c'est un studio suédois qui s'appelle Resolution Games. Et ils ont annoncé plutôt cette année avoir eu une entente avec Hasbro, qui détient en fait la propriété intellectuelle de Dungeons & Dragons, le vrai truc, le vrai jeu de table. Et ils ont annoncé donc qu'ils allaient faire un jeu qui s'appelle Demeo by Dungeons & Dragons !Battlemark. Probablement que le marketing, c'est pas leur plus grosse force, parce que c'est pas le nom le plus facile à retenir. Mais, longue histoire courte, ils viennent de diffuser une vidéo qui démontre, dans le fond, le style de jeu, l'environnement de jeu dans lequel ça va se produire. Et sérieusement, j'ai hâte. Ça va être un jeu de Donjons & Dragons en réalité virtuelle. Tu sais, on parle beaucoup de trouver le killer app pour lancer la réalité augmentée, la réalité virtuelle, tout ça. Et ça pourrait être une... Parce qu'en fait, tu sais, l'iPhone, tout ça à l'époque, l'App Store, ainsi de suite, on oublie tout le temps que c'est Angry Birds qui a lancé ça, qui a été un gros incitatif pour qu'un grand public se lance dans les téléphones intelligents et joue à des jeux, parce que Angry Birds a débarqué sur mobile, qui est un jeu relativement banal. Oui, c'est tu lançais un petit oiseau... Fait que c'était un peu ça, mais là, ce serait peut-être, à mon avis, en tout cas, un bon argument pour acheter un casque de réalité virtuelle. Et ce jeu-là va sortir d'ici Noël. Donc, un jeu en réalité virtuelle basé sur Donjons & Dragons, en réalité virtuelle, sur votre casque PlayStation. Je pense qu'il va l'avoir sur Steam, donc les casques qui se branchent sur un PC. Il va l'avoir sur Meta Horizon, donc les casques Quest, qui vont peut-être changer de nom aussi. Je ne sais plus c'est quoi la stratégie de nom chez Meta. Mais on n'a pas parlé du Vision Pro encore, quoique le jeu Demeo de base est déjà sur Vision Pro. Mais je ne suis pas un grand joueur, mais ce jeu-là, j'ai comme hâte de l'avoir. Casque Vision Pro, 5 000 $ pour jouer au jeu. Il faut l'aimer, il faut vraiment aimer le jeu. Mais un Quest, à quoi, 650 le Quest 3? Ouais. Peut-être le fun. Tu joues un jeu. Ça me dépasse un peu. Il y a des gens qui vont payer à peu près 650 $. C'est 700, presque 800 avec les taxes, pour avoir la console Switch 2 de Nintendo. Tu t'en vas directement là, toi? Ben oui, t'as raison, parce que c'est l'autre truc, c'est que ça s'en vient là, cette semaine, ce soir, je sais pas, demain. C'est jeudi le 5. C'est le jeudi 5, à minuit. Mais EB Games, voilà, enseignement GameStop. Qui est redevenu EB Games au Canada. Qui a été réacheté, en fait, par un entrepreneur, un homme d'affaires montréalais. Donc, c'est redevenu canadien. Et ils veulent relancer cette habitude qui s'est perdue un peu, de faire la file à minuit la veille au soir pour pas de raison, parce qu'on va être le premier à avoir le gadget. Oui, puis il faut arriver un peu plus tôt que minuit, parce que ça commence dès 11h. On donne des cadeaux, des surprises. Oui, même avant ça, je pense que ça commence à 20h, 21h, 22h, selon le fuseau horaire, parce que c'est une chaîne nationale. Oui, tout à fait. Puis il va y avoir du monde qui vont arriver avant. Là. Fait que ceux qui veulent... EB Games, c'est un lancement de la Switch 2. Donc, il va y avoir des cadeaux, des tirages, des jeux pour s'occuper tout ce temps-là. Et à la fin, à minuit, il va y avoir des Switch 2. Je pense bien que c'est ça qui va arriver. On espère qu'il y a bien, encore une fois, qu'il va en avoir assez pour les gens, parce qu'il y a toujours une pénurie. C'est un peu ça l'idée, ouais. Voilà. Moi, juste pour la nostalgie des lancements des iPhones, où les gens faisaient la file des jours avant. C'était la nouvelle de la nouvelle, parce que le lancement de l'iPhone, c'est pas la nouvelle, c'est le monde qui attendait pour acheter l'iPhone. Oui. Et là, éventuellement, c'était la nouvelle, c'était comme de voir qu'il y avait des journalistes qui suivaient les gens en file qui allaient s'acheter. Fait que t'avais comme 3 niveaux d'abstraction. Et EB Games veut relancer cette habitude-là d'aller en boutique pour contrer un peu le virage vers le numérique, et je trouve que c'est une bonne idée. J'ai hâte de voir, faudrait que je sois debout à cette heure-là, mais je serais curieux d'aller voir si, effectivement, en boutique, ça va être le fun. C'est pas tous les magasins EB Games, je pense, qu'ils vont être ouverts, mais vérifiez ça sur le site d'EB Games ou sur le site de Nintendo Canada, ils ont aussi mis la nouvelle, parce que c'est un partenariat entre les deux. Très tenté de voir ça, juste pour la nostalgie. Et si tu veux, on termine avec les câbles USB-C. Comme on parle de durabilité, on est chez Incertec. Pour ceux qui se demandent pourquoi, où sommes-nous, ceux qui nous captent comme ça, en plein milieu du podcast. Ils sont en personne dans la même place. Qu'est-ce qui se passe? La même on est chez Incertec. Microsoft veut des câbles USB qui marchent.
C'est drôle que ça arrive en 2025, cette nouvelle-là. Quand même. Je trouve ça génial. Parce que les câbles USB-C, j'ai appris quelque chose. Parce que je savais, Alain, que les câbles USB-C, ne sont pas tous égaux. Ça marche. Non, ils ne sont pas tous égaux. Ça, c'est un peu fâchant. Tu as un beau moniteur, tu branches avec un câble USB-C, ça ne marche pas. Tu branches avec un autre câble et là, ça marche. Là, tu sais qu'est-ce qui se passe? Ben, mon câble USB est pas bon. C'est qu'il y a 3 trucs dans les câbles USB. Il y a la puissance électrique maximale, les données, ça, c'est l'autre affaire, la quantité de données que tu peux transférer, et les trucs spéciaux comme Thunderbolt, HDMI et DisplayPort, qui sont 3 trucs différents. Protocole à côté. 3, c'est ça. Fait que tu peux avoir un câble qui peut avoir beaucoup d'électricité dedans, mais pas d'HDMI. Tu peux avoir un câble qui est beaucoup de données, mais pas beaucoup d'électricité. Et là, ils veulent s'assurer avec Microsoft qu'il y a 2 câbles standards. Il va en avoir d'autres, évidemment, mais il y aura un standard USB 40 gigabits et un standard 80 gigabits qui vont permettre de connecter des vidéos, de voir des moniteurs, d'avoir différents trucs comme ça et d'alimenter, je crois que c'est 40 gigabits les données, mais je crois que le minimum d'alimentation, c'est 15 watts, des choses comme ça. Fait que ça va être assez, pas pour charger un laptop, mais ça va être assez pour charger un téléphone à vitesse rapide. Et il y a des câbles qui vont jusqu'à 240 watts maintenant avec USB-C. Oh non, c'est hallucinant. On peut charger une voiture avec ça. USB-C pour ta voiture, c'est quand même assez flyé, mais c'est quand même fou qu'il y ait autant de standards que ça. Et quand tu cherches ça m'est arrivé, je veux un nouveau moniteur, je voulais l'alimenter par USB-C, puis là, tu cherches le câble qui a la bonne alimentation, qui a la bonne quantité de données. Puis, rappelons-nous que le standard USB-C a été créé pour harmoniser tout ça. Et oui, tout à fait. On revient au câble HDMI. C'est mis avant les versions 2, 3. Et là, on est avec ça. On s'en sort pas. J'ai appris quelque chose avec les câbles USB-C. Microsoft à la rescousse. Espérons qu'ils ne feront pas planter le USB-C. USB-D, est-ce qu'on va voir USB-D? Non, mais Microsoft va faire ça, puis Apple va sortir un nouveau câble complètement sorti de nulle part. Il va faire complètement d'autres choses. Puis l'Union européenne va se fâcher. Bon, sur ça, c'est la fin des espressos de tech. Grosse semaine, pareil, on avait du stock. C'est rare qu'on a autant de stock que ça. Et on n'a pas fini, c'est ça le pire. On a des entrevues et on voit des produits le fun, un clavier. Encore un clavier. Ah oui, tu veux, on parle de ça. Avec, ah oui, toi, t'aimes ça, les claviers. Oh oui, puis celui-là a des touches magnétiques, Alain. Moi, je suis ébloui. Alors, qu'est-ce que je fais? Je mets mes lunettes fumées. Eh bon, ça, de réalité augmentée. Je veux pas vous gâcher le punch. De face, c'est beau. De côté, c'est bizarre. On va en parler tantôt. Avant ça, on va parler avec les gens d'Incertec parce qu'on a des belles choses à vous annoncer et des choses aussi qui vont vous intéresser, c'est sûr. Restez avec nous à une tasse de tech. Pour des conseils pratiques en matière de finances personnelles, de consommation et d'économie, pour des stratégies éclairées et améliorer ta gestion de patrimoine, écoute la chronique financière des spécialistes Marie-Ève Fournier, Michel Boisvert et Clémence Pavic. Disponible en rattrapage dans la section balado de votre station Cogeco Média. De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Bienvenue à Une tasse de tech. On est dans le segment le fun parce qu'on fait parler les invités par ce segment-là. Et là, on parle moins, nous, pendant ce temps-là. Et c'est le fun parce que là, on est avec quelqu'un qui représente, dans le fond, l'organisme et l'endroit où on est, Incertec. On vous en a parlé en début d'émission. Et on va vous présenter 2 choses. Premièrement, vous présenter Incertec. C'est quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ce qu'ils font a du succès? Et aussi, on va vous dire qu'ils ont une vente d'entrepôt. Donc, il y a une incitative pour vous, pour venir ici, non seulement pour encourager les gens d'Incertec, mais pour vous trouver une machine aussi qui va faire votre affaire à vraiment très peu de coûts. Ce qui, en 2025, est quelque chose, parce que tout coûte cher en 2025, sauf ce que vend Incertec. Je connais un gars qui a écrit un livre qui s'appelle « Payer moins ». Oui, c'est un excellent livre. C'est un excellent livre avec Alain McKenna. Là, tu me fais, je l'ai dans mon sac là-bas. On en reparlera. Écrivez-moi. Tu me donnes une copie? Je veux une copie. Ah, j'en ai une, je vais me faire plaisir. Excellent. J'en veux une, moi aussi. Toi aussi? Ouais, tout le monde veut une copie. Il va falloir que je fasse un service postal. J'ai pas tout ce qu'il faut. Mais pour parler d'Incertec, on a Sad Septi qui est coordonnateur au marketing et au développement d'Incertec. Salut Sad. Salut Alain, salut Pascal. Qu'est-ce que tu développes avec Incertec? Je développe la confiance en des produits qui sont malheureusement trop peu connus. C'est des produits qui sont reconditionnés. C'est des ordinateurs qu'on récupère dans des grandes entreprises qui ont des roulements très fréquents de parcs informatiques. Et c'est des ordinateurs qui
que nous, on récupère pour former des jeunes dans notre programme d'insertion socio-professionnelle et qui aussi sont des ordinateurs qui sont très bons pour les usages de monsieur, madame, tout le monde, donc vous, et beaucoup moins cher que d'acheter du neuf, mais avec un niveau de qualité qui est très haut. Donc, c'est des ordinateurs qui sont reconditionnés, qui sont plus ou moins certifiés de certaine façon. Oui, absolument certifiés parce qu'on est allé chercher les plus hautes certifications pour faire notre travail de reconditionnement. Donc, c'est très normé, c'est un travail qui est fait de façon très rigoureuse, avec un effacement sécurisé des données, avec un nettoyage, un remplacement de pièces, un contrôle qualité, pour au bout du compte vous offrir à la maison, pour travailler, pour le divertissement, pour les études, des ordinateurs comme ceux-ci. Oui, c'est ça, on en a un en plus. Oui, on en a quelques exemples ici que je peux vous montrer. Donc des très beaux modèles qui sont très performants, durables, de qualité et fiables, de diverses marques. Donc on a du HP, on a du Toshiba, on a du Dell. Donc des ordinateurs corpaux et qui sont de très... Oui, parce que ça, la plupart des ordinateurs ou du matériel que vous récupérez vient d'entreprises. Donc, c'est des parcs informatiques qui vous sont remis en lot. Exactement. Et là, vous les nettoyez, vous les effacez, vous les reconditionnez, vous les revendez. Et donc, vous êtes la solution à tous les gens qui se plaignent de l'obsolescence programmée d'à peu près tout dans le monde. Oui, c'est malheureusement quelque chose qui est surtout exacerbé en ce moment. On a, je pense, pas mal tous entendu parler de la fin de support de Windows 10 en octobre 2025. Donc, ça s'en vient là. C'est vrai. Et pour faire face à cette situation, eh bien, on a décidé de faire notre semaine du numérique responsable. Donc ça commence aujourd'hui, le 3 juin. Ça se poursuit jusqu'au 11 juin. Alors on a plusieurs activités. Comme aujourd'hui, on avait, pas plus tard qu'il y a une heure de cela, on a déjà fait un webinaire avec plus de 130 personnes pour parler justement qu'est-ce qui se passe avec la fin de support de Windows 10. Ce soir, on a une activité qui est la fresque du numérique. Demain, on a un Install Fest pour les gens qui ne peuvent pas passer à Windows 11. On leur donne une solution qui est celle d'installer Linux, une distribution Linux. Donc, je préparais psychologiquement les gens, Alain. C'est pour ça qu'on parlait de Linux depuis le début de l'épisode. Vous savez, Linux, aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus user-friendly, si vous me permettez l'expression. Je fais mon savant. Quelle distribution de Linux il y en a plusieurs. Il y a Linux, il y a Ubuntu, il y a Mint. Et une autre dont j'ai oublié le nom, mais mes collègues vont pouvoir... écoute, c'est toi qui vas recevoir. Écrivez-lui. Écrivez-moi, je vais vous donner toutes les informations. C'est pas moi qui veux recevoir les courriels de plainte des amateurs de Linux. Voilà, donc l'Install Fest Linux, ça va être demain avec des partenaires. Demain, pour ceux qui nous écoutent en différé, c'est le 4 juin. Le 4 juin. Mercredi. Voilà. Puis ça nous mène jusqu'à samedi à la vente d'entrepôt. Oui. C'est ça. Samedi, le 7, ça va être la vente d'entrepôt. L'Install Fest Linux, ça va être aussi intéressant de savoir qu'on va en faire un autre, date à déterminer, pour toutes les personnes qui auront raté celle du 4 juin, donc incluant les personnes à la vente d'entrepôt qui auront un ordinateur Windows 10 mais qui veulent passer à Linux. Petite parenthèse sur samedi, on va avoir des ordinateurs comme ceux-ci que vous voyez ici, vraiment super slick. Il y en a beaucoup, c'est des Windows 11. Il y en a qui ont des petites scratches, on les appelle les grades B, mais ça fait que c'est beaucoup moins cher tout en étant 100% fonctionnel. Donc, à partir de combien? C'est à partir de $100, prix net. Pas de taxes. Et à ce prix-là, il n'y a pas de collants là, que les gens mettent sur l'ordinateur. Vous les nettoyez avant. On les nettoie, c'est vraiment nickel. Les gens sont libres de mettre leurs propres autocollants. Absolument. Le truc, quand on pense à ordinateur reconditionné, moi, j'ai toujours l'image de la boîte ouverte. Il y a des gens qui ont eu des mauvaises expériences avec ça. Tu achètes un truc, boîte ouverte. Là, on ne parle pas du tout de ça. On parle d'ordinateur remis à neuf, qui a une certaine garantie. Oui, il y a une garantie d'1 an sur la plupart des modèles, sur tous les modèles. On serait fou de ne pas acheter, dans le fond. Je vous dirais, en fait, c'est la différence avec les boîtes ouvertes, c'est que c'est des ordinateurs qui étaient déjà sur des bureaux de personnes qui travaillaient réellement avec, jusqu'à ce qu'un jour, leur service technique leur dise « Bon, allez, on change ton ordi, on va t'en mettre un autre. » Mais l'ordi, il marchait encore super bien la veille. Donc là, on le récupère, puis on va ajuster certaines choses, comme je disais, mais ce qui fait qu'au bout du compte, vous allez avoir un super bel ordinateur qui marche numéro 1. Est-ce qu'il y a une idée, est-ce que tu as une idée de la durabilité dans le temps d'un ordinateur? Parce que les gens vont se dire, tu sais, souvent, en automobile, par exemple, on sait qu'après 4 ans, 8 ans, 10 ans, il y a certains vieillissements. Est-ce qu'au niveau de l'ordinateur, ça peut quand même durer plus longtemps que les 3-4 ans que les gens imaginent
que se trouve à être la durée de vie d'un ordinateur? Oui, c'est sûr que tout dépend de l'usage qu'on en fait, c'est certain. Il y a une analyse de cycle de vie qui a été faite il y a un peu plus d'une dizaine d'années qui disait qu'en moyenne, en faisant du réemploi d'ordinateurs, du reconditionnement, on prolongeait en moyenne de 3 ans sa durée de vie. Mais après, c'est chacun selon son utilisation. Moi, j'ai, par exemple, à la maison, un ordi qui date d'il y a 10 ans, puis il fonctionne encore numéro 1. Donc, c'est vraiment... voilà. Et c'est des ordinateurs de calibre bureau. Alors, souvent, les touches sont de meilleure qualité que les ordinateurs pas chers. Les gens vont dire, j'ai acheté un ordinateur neuf, qui sont souvent 3, 4, 500 $. Mais vous avez un clavier qui ne sera pas terrible, vous avez un écran qui n'est pas terrible. Quand c'est un ordinateur de bureau, habituellement, vous avez les meilleures touches, vous avez des meilleurs écrans, vous avez des disques durs souvent plus performants. Et ça peut être très, très intéressant. Oui. Pour moins cher en plus, pas de taxes. Oui, pas de taxes, exactement, puisque... On est un organisme reconnu de bienfaisance, donc entreprise d'insertion socio-professionnelle. Voilà, donc qui fait qu'on ne charge pas les taxes. Et j'aimerais rajouter ce que tu disais, sur ce que tu disais, Pascal, c'est que, étant donné que c'est des ordinateurs de qualité entreprise, ils sont conçus pour être plus durables, plus réparables, plus modulaires, versus qu'on peut retrouver très souvent sur le marché grand public, dans les grandes surfaces, des ordinateurs qui, oui, peuvent être très slick, très design, etc., mince, etc. Irréparable aussi. Mais quand on va commencer à ouvrir, là, ça commence à casser, c'est collé ensemble, donc c'est plus difficile. Alors que là, on a des banques de pièces, on a des modèles qu'on peut interchanger facilement les pièces, donc c'est ça qui est l'avantage. Oui, puis c'est ça, parce que, évidemment, on ne le voit pas à la caméra et vous ne l'entendez pas non plus, mais on est dans les locaux d'Incertec et il y a un énorme entrepôt là, et il y a beaucoup d'ateliers, d'espaces où les gens qui travaillent pour vous, et il y en a beaucoup qui travaillent pour vous, reconditionnent, effacent, font tout le travail et il y a des stocks de pièces. On le voit en marchant dans l'entrepôt. On a des stocks de pièces. Effectivement, ça c'est un avantage quand on travaille avec des entreprises qui ont les mêmes modèles, qui reviennent très très fréquemment. Quand il y a 2 ordis qui ne marchent pas, on en fait un qui fonctionne juste en combinant les pièces. Donc, même pour les réparations, quand les gens viennent avec un ordinateur qui a été acheté ici, on a la banque de pièces qui est là disponible et on peut réparer rapidement au lieu qu'on l'envoie je ne sais où pendant 3 mois et que ça revienne, etc. Nous, on fait tout sur place. Donc oui, on est comme un guichet unique pour tous les besoins techno. Donc oui, on fait de la vente d'ordinateurs, mais aussi de la réparation. On fait aussi des services de littératie numérique pour les gens qui veulent apprendre à utiliser ou se perfectionner ou éviter de tomber dans les pièges de la fraude sur Internet, etc. Il y a plein d'ateliers techno qu'on donne, des ateliers thématiques, des cliniques techno. Donc c'est vraiment... Rapidement, dans une année typique, combien d'ordinateurs vous reconditionnez et vous revendez? Alors, on est environ 10 000 ordinateurs qu'on récupère chaque année. OK, quand même. Et depuis qu'on existe, depuis 1998, ça fait 200 000 ordinateurs réparés, reconditionnés qu'on a traités. Revendus donc à Montréal, au Québec, localement. C'est fascinant. L'autre partie dont je voulais vraiment parler, puis tu l'as soulevé un petit peu, c'est la partie réinsertion des gens, dans le fond, dans le marché du travail. Qui est sauf si je me trompe, dans la mission d'Incertec depuis le début? C'est dans le cœur de la mission d'Incertec. En fait, à la base, Incertec, c'est vraiment une entreprise d'insertion socio-professionnelle. Donc, la mission, c'est aider des jeunes à intégrer le marché du travail en faisant ce travail, en fait, en acquérant des connaissances dans le reconditionnement d'ordinateurs, mais aussi d'autres postes d'insertion qui sont comme, par exemple, commis d'entrepôt, commis de bureau, commis aux ventes, parce qu'on a une boutique, on a pignon sur rue. Donc, tout ça, c'est du savoir, des connaissances qu'ils acquièrent, qui sont transférables ailleurs, dans d'autres entreprises, au terme de leur parcours de 6 mois chez nous. C'est comme un tremplin, si vous voulez. On leur met le pied à l'étrier pour qu'ensuite, ils puissent... vous achetez un ordinateur pas cher et en plus, vous aidez des gens qui vont ensuite bâtir une carrière à partir de ça. Exactement. Impact social pour l'insertion des jeunes, impact social pour réduire la fracture numérique, impact environnemental aussi parce qu'on évite de produire des nouveaux ordinateurs. On évite des déchets techno, on évite des gaz à effet de serre, donc c'est vraiment tout bénéfice. C'est bon pour tout le monde. Que des qualités. Que des qualités. On les aime comme ça. Donc, ces gens-là, dans une journée typique, ils sont combien à travailler ici chez Incertec? Alors, chaque année, on a 52 jeunes dans notre programme d'insertion qui sont dans plusieurs cohortes, qui se chevauchent les unes les autres, donc qui fait qu'on a environ une trentaine de travailleurs en insertion sur le plancher tout au long de l'année. Ah oui, quand même. Et 52, donc, par année qui viennent ici, qui sortent ensuite? Oui. Sur quoi, 20
pratiquement 30 ans bientôt. On est, ouais, c'est ça, depuis 1998. Ça fait quand même pas mal de monde que vous avez aidé à replacer. Ouais, c'est ça. Ça, c'est des gens qu'on peut embaucher, ceux qui nous écoutent, qui sont à la recherche de personnel qualifié, formé. Et d'ailleurs, on a une journée portes ouvertes pour ça. Oui, le 10 Qu'est-ce que vous faites pas? Oui, c'est en plein dans notre programmation de la semaine du numérique responsable. OK. Donc, journée portes ouvertes, c'est dans la programmation. Vous pouvez aller voir sur notre page. Vous pouvez vous inscrire et puis là, on va vous faire le tour de nos installations, l'atelier, tout ça. Puis vous allez voir, c'est comme la réaction que vous avez eue tout à l'heure quand vous êtes venu. Vous avez vu en arrière de la porte, quand j'ai ouvert, vous avez dit « Ah, waouh! Je savais pas que c'était aussi grand. » Ah oui, ben ça fait des années qu'on entend parler. C'est la première fois que je viens ici, puis c'est effectivement, c'est pas un choc dans le sens qu'on c'est une bonne expérience. Là. C'est pas, on n'est pas troublé, au contraire, on est comme agréablement surpris de voir que depuis le temps que vous existez, ça va vraiment très bien ce que vous faites et que les chiffres sont conséquents aussi. 10 000 ordinateurs, des dizaines, peut-être des centaines de personnes qui ont trouvé un emploi grâce à ça. 2000 jeunes qui ont été dans le programme d'insertion jusqu'à aujourd'hui. C'est quand même pas rien. Donc là, moi, je vais me dépêcher. Ce que je retiens de tout ça, il faut que je me dépêche de mettre ça en ligne pour que les gens écoutent la balado et ensuite viennent ici, donc, pour la clinique Linux. Oui, InstallFest. Est-ce qu'on amène notre propre machine pour installer Linux dessus? Oui, absolument. On peut le faire, là. Ouais. Même un vieux Mac. Oui, il existe une distribution Linux pour Mac. Voilà. Je suis pas technicien moi-même. On en entend parler. J'ai déjà reçu un courriel ou deux. Il suffit que tu crées ton kernel et puis je t'expliquerai, Alain. Porte ouverte le 10 juin, l'installation de Windows 11 et LibreOffice. Ça, c'est une alternative super intéressante par rapport à Office, Microsoft Office, évidemment. C'est au 4820 rue Molson, 4820 rue Molson, Insertec. C'est ouvert l'année. Fait que c'est pas seulement pendant la semaine de responsable de ceux qui nous écouteraient qui disaient ça a l'air le fun cette affaire-là. Ils sont peut-être pas à 100 par exemple, mais vous avez quand même des très bons ordinateurs. J'en voyais à 400 quelques, 500 quelques dollars, des pièces, des composantes, des choses comme ça. Venez faire un tour si vous êtes dans le coin. Très, très le fun. Et même si vous n'êtes pas dans le coin, vous livrez aussi. On fait de la livraison à travers tout le Québec, donc n'hésitez pas, la livraison est gratuite au-dessus de 100 $ d'achat, donc comme les ordi en général plus que 100 $, donc vous êtes sûr que ça va être gratuit. Si vous cherchez quoi faire en fin de semaine, on vient de trouver des activités. Et arrivez tôt, il semble que la file est longue. J'aimerais juste mentionner aussi qu'il y a la vente d'entrepôt physique samedi le 7 juin, mais aussi pour toutes les personnes qui n'auront pas pu venir, le 8 juin, c'est la vente d'entrepôt en ligne à travers tout le Québec, bien sûr, et c'est jusqu'au 11 juin. Donc, comme le Boxing Day, le lendemain du Boxing Day, le pré-Boxing Day. Mais il n'y a pas seulement en fin de semaine qu'on peut acheter un ordinateur. On peut venir la semaine prochaine ou n'importe quel site web et acheter. Un prix qui est juste pas en spécial. C'est toujours des prix super raisonnables, vraiment très abordables. C'est très vrai. Puis pas de taxes. Donc, et là, pas pour faire monter le prix de ce que vous vendez, mais nous, on a un petit tirage à faire avec vous. Donc, on a une petite activité promotionnelle. C'est vraiment le fun parce que ça fait... Écoute, je me rappelle pas la dernière fois qu'on a fait un tirage dans l'émission. Et on fait tirer cette machine-là. Cette machine-là. Wow! Ben là, je veux participer. Je peux pas participer, c'est dommage. C'est un tirage. Évidemment, on n'est pas en direct ou rien. Vous ne pouvez pas nous écrire sur Twitter ou sur Blue Sky ou ailleurs, mais on va créer un protocole. On a sur la page du 98.5fm.ca, sur le site web du 98.5, donc, dans la section animateur, Pascal est là, je suis là, vous allez sur notre nom, vous pouvez nous écrire à travers cette page-là, ça nous envoie un courriel à notre adresse, je ne sais pas toi, mais à mon adresse personnelle à moi, ce qui est quand même pas rien, même si vous ne la voyez peut-être pas. Écrivez-nous. Et si vous voulez participer, on va faire tirer un ordinateur portable d'une valeur de 500 $. 500 $. Un grade A. Grade A, donc c'est pas de la tarte. Il y a combien de grades A, B? Grade A et B. B, c'est avec des légères scratch. Comme je disais, là, c'est 100% fonctionnel, mais juste des petites graphies. Esthétiquement moins... OK. Si vous insistez, on le dédicace. Là, ça devient un grade D. C'est pas un grade F, alors on coule pour commencer. C'est comme, j'aurais bien aimé avoir un... Pourquoi il y a une grosse signature dessus, Pascal, Alain? Dans l'écran. Ouais, on fera pas ça. On pourrait le marquer à l'intérieur. Mais écrivez-nous et nommez le lieu où on se trouve en ce moment. Oui. Et si vous écrivez autre chose, c'est bien correct, mais si vous le nommez pas, on vous inclut pas dans le tirage. Si vous écrivez où on est en ce moment, on est où en ce moment? Petit indice. Voilà. Ça commence par insert, ça se termine par tech. Ouais. Incluez ça dans le courriel. Envoyez-nous le courriel. On va ramasser toutes ces communications-là et on va... je pense qu'on va vous les envoyer puis vous ferez le tirage. Comme ça sera certifié par Insertec et Insertec Incorporated. On n'a pas vraiment de firme comptable. C'est ça. On s'est dit que malheureusement, nos beaux-frères n'étaient pas éligibles. Désolé, Mathieu.
Salut Sylvain. Alors voilà, c'était Incertec 101 rapide à la version une tasse de tech. Merci Sad, c'est vraiment extrêmement informatif. On ne peut pas plus vous encourager de venir voir ici si vous cherchez un appareil informatique. Il n'y a que des bonnes raisons d'acheter un ordinateur usagé en partant, ce qui est déjà à la base est le gros bon sens. Et en plus, reconditionné professionnellement. Fait par des gens que vous allez aider aussi dans leur carrière. Donc, ça vaut la peine. Sad Septi, qui était coordonnateur au développement et au marketing d'Incertec. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Envoyez-nous votre courriel si vous voulez participer au tirage. Nous, on prend une courte pause pour... faut que je sorte mon gadget de la semaine. Et on vous en parle tout de suite après ceci. Une tasse de tech. Amoureux de voiture, vous avez votre rendez-vous hebdomadaire avec Ça tient la route. Les grandes tendances, les invités, les essais routiers et les secrets de l'industrie sont au menu. Ça tient la route est disponible sur l'application et dans la section balado des sites web de vos stations Cogeco Média. Au réseau Cogeco. De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Alors, bienvenue à Une tasse de tech. On arrive au segment où je porte des lunettes pour une raison ou pour une autre. Ceux qui nous voient en vidéo, j'ai des lunettes. Je vais faire semblant que ce sont des verres fumés que je porte quotidiennement dans la rue, même si c'est pas tout à fait de vrai. face, je l'ai dit quand je t'ai vu les porter pour la première fois, de face, ça marche. C'est vrai parce que je vois à travers le pont pour le nez. Mais de côté, ça n'a aucun bon sens. Et Alain, je te tourne la tête de l'épaisseur des lunettes. On dirait que tes lunettes sont sur des lunettes. En fait, c'est qu'il y a deux jeux de lentilles, un par-dessus l'autre, c'est superposé. Ce sont des lunettes de réalité augmentée. Et ce sont des lunettes d'une compagnie qui s'appelle X-Real. Donc, c'est pas les Meta, c'est pas les Google, c'est rien. Et ce sont des lunettes qui n'ont aucune propriété sans fil, en fait. Sur la branche de gauche, il y a un port USB-C dans lequel on branche le câble USB-C qui vient avec. Et là, on se branche en USB-C, toujours, bien sûr, dans n'importe quoi. Ça marche sur iPhone, ça marche sur Android, ça marche sur PC, ça marche sur Mac. Ça agit comme une extension du bureau sur un ordinateur personnel. Donc, c'est comme un écran comme un moniteur externe. Et ça crée un écran dans son champ de vision parce que il y a dans les lentilles... C'est comme des verres fumés dans lesquels on a ajouté un jeu de lentilles en angle qui en fait, sur lesquels on projette l'image qui serait un moniteur virtuel ou un moniteur externe sur un ordinateur personnel, qui fait, selon la compagnie X-Real, l'équivalent d'un écran haute définition de 147 pouces, donc une maudite grosse télé, qu'on regarderait à une distance de 50 pouces. Je sens mettons, d'ici au bureau, d'ici à la caméra, en fait. Et ça marche. Non, mais ça marche. Ça marche. Ça fait un écran, un moniteur externe. Ça fait pas deux écrans. C'est pas quelque chose dans le coin de ton champ de vision. Ça prend ton champ de vision en entier. Ben là, voilà. Ça peut être paramétré. On peut agrandir ou rapetisser la taille de l'image. Il y a des boutons du côté droit des lunettes qui nous permettent d'ajuster, en fait, qui donnent accès à des réglages rapides parce qu'il y a un petit menu intégré. Dans ce créneau-là, il y a différents modèles, différents fabricants qui font des lunettes dans ce genre-là. Et celle-là, c'est probablement en fait, je vais vous le dire, c'est les X-Real One, parce qu'ils ont une gamme. Ils ont 4-5 modèles. Et les One, c'est le modèle peut-être le plus milieu de gamme. Ils ont une version légère, les Air, ils ont une version Pro. La Air est moins performante, la Pro, elle coûte 3 fois le prix. Celle-là, la particularité des X-Real, c'est qu'ils ont une mécanique, un processeur intégré qui s'appelle X1, qui agit, dans le fond, comme qui permet de faire des choses à l'écran qu'on ne peut pas faire, qu'on n'a pas à faire, en fait, sur l'appareil auquel on se connecte. Autrement dit, il y a un menu à l'écran, virtuel, bien sûr, qui permet de paramétrer la dimension de l'affichage, le genre de son et tout ça, sans avoir à le faire sur l'application mobile qu'on aurait sur son téléphone. Donc, c'est un appareil qui est, à cause de ça, universel. Il y a des haut-parleurs intégrés, donc il y a aussi du volume, de l'audio, du son qu'on peut entendre avec l'image. Et quand je parlais tantôt de la taille d'écran, il y a un bouton pour modifier rapidement ça, pour soit le fixer dans l'espace, donc on pourrait l'accrocher virtuellement à un endroit dans l'espace et regarder ailleurs. Okay. Et cette image-là restera toujours à la même place et on y revient quand on regarde dans cette direction-là. Et donc, ça veut dire qu'il y a aussi des gyroscopes, accéléromètres, tout ça dans l'appareil pour se situer dans l'espace. Donc ça, c'est il y a un terme technique, je ne sais pas exactement c'est quoi, là, mais c'est vraiment très bien fait pour positionner les éléments dans l'espace. C'est la partie réalité augmentée. La perpétuité... c'est les 3 axes de depth of field là, qui permettent de situer... La permanence. Oui, c'est ça. Ouais, je pense que c'est ça. Donc, il y a ça, et on peut donc le fixer. Et le troisième mode, comme tu l'as dit, c'est qu'on crée une espèce de vignette dans le coin en haut à gauche de son champ de vision, où on peut garder un petit écran qui pourrait faire comme un prompteur. Par exemple, je pourrais les porter, mettre du texte qui déroule et le lire dans le coin de mon champ de vision, et vous auriez l'impression que je vous parle tout en vous regardant
à travers mes verres fumés à double épaisseur. C'est là que le côté personnalisation... Ça a un look particulier. Bonjour. On va se dire les vraies affaires. Mais il y a aussi un mode 3D. Donc, il y a un mode où on peut aller chercher des vidéos comme des films, comme Avatar 2, par exemple, de James Cameron, qui a été filmé en 3 dimensions. Si on va sur, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais je pense que sur Disney+, il existe la version en 3D et c'est un standard qui s'appelle SBS pour Side by Side, qui crée, dans le fond, si vous le regardez sur un écran normal, c'est que vous allez avoir 2 fois la même image côte à côte. Et c'est l'œil gauche et l'œil droit, bien sûr, dans une image stéréoscopique. Et en mode 3D SBS sur les lunettes, ça crée une image devant vos yeux en 3 dimensions. C'est assez cool. Évidemment, ça prend le contenu compatible et il n'y en a pas des tonnes. À part les 2, 3, 4, 5 films là, qui existent, ben, c'est ça. Il existe du contenu pour adultes, évidemment, en 3D, parce que pourquoi pas, n'est-ce pas? Et c'est peut-être la plus grosse source de contenu en 3D qui existe, donc c'est un peu absurde. Mais la promesse, je veux dire comme ça, de verre fumé, c'est qu'on va sur une terrasse, on va dehors, on se promène avec ça devant le visage. Et tu regardes du contenu pour adultes. Et du contenu de cours, en tout cas. Et le problème, c'est que ça marche pas super bien. Je veux dire ceci. Je disais, si vous portez ça sur votre visage, vous avez l'air d'un pro du virtuel. Vous avez l'air un peu de nono dans le réel. C'est un peu ça la ligne en ce moment. Très particulier. Encore une fois, de face, ça marche. De côté, l'épaisseur. Mais je suis content de l'avoir... J'imaginais pas que le mécanisme était comme ça. C'est comme s'il y avait des loupes à l'intérieur de lunettes de soleil éloignées du visage. Les lentilles à l'intérieur, ici, peuvent s'enlever et être échangées par des verres correcteurs. Si vous avez une prescription, puis vous portez des lunettes, ça s'échange pour s'ajuster, pour comme ça, vous allez pouvoir voir l'image. Tu vois ta réalité nettement avec l'information de 2 écrans qui sont projetés dans tes yeux. Exactement. Wow. Sérieusement, ça marche. Ça marche? On a l'air fou. Ça marche, mais on a l'air un peu fou. Et honnêtement, les applications sont un peu limitées. Il y a un cas où j'ai trouvé ça vraiment cool. On en a parlé il y a un petit bout de temps. J'ai à la maison une console Ally X de Rogue d'Asus. C'est la petite console. C'est comme une Nintendo Switch avec Windows dessus. Et là, on peut essayer là-dessus PlayStation Plus, Xbox Live, tous les environnements de jeux en nuage. Et c'est un petit ordinateur qui est en fait un contrôleur. Donc, on a l'équivalent d'un joystick dans les mains et il y a l'écran dans le milieu. Et jouer comme ça, moi, j'aime pas ça. Mais on peut brancher les lunettes en USB-C. Et là, on a l'écran de jeu vidéo dans notre champ de vision devant soi. Et on sait déjà, on a l'ergonomie. Tu as le contrôleur dans le contrôleur. Donc, on n'a pas besoin de regarder sur nos doigts. Et là, tout d'un coup, on a un super setup de jeux vidéo qui marche super bien. Sauf que c'est assez niché comme application. Oui, ceux qui ont la Switch 2... Ben là, la promesse de Switch 2, il va falloir l'essayer, mais il y a une sortie vidéo USB-C, ce qui n'était pas le cas de la Switch tout court. Et ça pourrait marcher avec ça. Il y a donc des ordinateurs ou des applications, des appareils qui sont plus appropriés d'utiliser avec ces lunettes-là. Mais ça reste, on s'entend, hyper émergent comme technologie parce qu'il n'y a pas encore tant que ça d'applications. Et il n'y a pas la fameuse, on en parlait tantôt, la fameuse killer app, l'application vedette qui ferait que tu dis « je ne peux pas vivre sans ça », parce qu'on peut effectivement vivre sans ça. Surtout que ces lunettes-là sont actuellement 860 $. C'est une compagnie européenne qui, je pense, c'est européen. En tout cas, j'ai vu leur prix en euros sur leur site. Et c'était la conversion qui nous mène à un prix quand même assez cher pour des lunettes qui sont pas mal plus fun en termes de ce qu'elles peuvent faire que des lunettes Ray-Ban de Meta, entre autres, qui sont en ce moment peut-être l'affaire la plus courante dans ce qu'on appelle les lunettes de réalité augmentée. Mais des lunettes Ray-Ban, ça a l'air des lunettes Ray-Ban. Oui. Ça a l'air un peu bizarre. Mais si vous êtes prêt à vivre avec ce handicap esthétique, disons-le comme ça, j'étais vraiment agréablement surpris de voir comment ça fonctionne. Je n'ai pas, et parce qu'il y a un micro aussi, je n'ai pas essayé ça. Je ne sais pas si on va prendre un appel vidéo. Avec vous savez, il faudrait juste avoir une caméra devant soi, mais pour voir la personne dans son champ de vision, parler dans ses lunettes comme si c'était... Là, tu parles avec quelqu'un qui a des lunettes de soleil. Ben, c'est pas terrible. Il y a beaucoup d'affaires comme ça. Tu fais comme, ouais, je pense que c'est bon, mais... Faut que je pose la question. Tu as eu une petite nausée en l'utilisant? Non, j'ai pas ce problème-là. Même avec le Quest, parce que le fait que tu as un champ ouvert de vision, j'ai l'impression que ça doit aider beaucoup. Oui, absolument. Versus quelque chose qui est fermé. Donc voilà, réalité augmentée, si vous voulez un aperçu, un avant-goût de ce à quoi ça va ressembler, parce que c'est sûr que tout le monde s'en vient avec des lunettes comme ça, peut-être un peu moins robustes, costaudes, mais d'ici 3-4 ans, là, tous les fabricants vont essayer de vous en vendre une paire. Ben, vous avez ça. Les X-Real One en avant-goût. C'est moins encombrant qu'un Vision Pro ou qu'un casque Quest, on va se dire. Mais je pense, je mettrais un petit 5 $ là-dessus. Tu as besoin d'un câble. Tu as besoin d'un câble, mais j'ai l'impression que Meta, ça revient avec d'ici Noël, en fait, avec une version de ces Ray-Ban Smart Glasses
qu'il y aura aussi une projection vidéo dedans qui vont ressembler un peu à ce modèle-là. Ça peut être juste un peu plus compact. Tu as quelque chose qui peut être vraiment intéressant comme second écran. On n'est pas loin. Moi aussi, je parle d'un truc qui est branché seulement, Alain. Ah, ben ça arrive des fois. Oui, on a une thématique dans nos gadgets, le fait qu'il soit branché. Voilà. C'est le clavier Wooting 80HE. Pourquoi HE? C'est pour Hall Effect, l'effet Hall. Qu'est-ce que c'est l'Hall Effect, Alain? C'est quoi? C'est la partie à gauche de Hall & Oates? C'est une technologie. Les gens qui ont moins de 40 ans ne sauront pas c'est quoi Hall & Oates. C'est une technologie de clavier qui utilise un champ magnétique, une variation de champ magnétique pour enregistrer la frappe. Oh boy! Fait que c'est pas un interrupteur, c'est pas un mécanisme qui enregistre la frappe, c'est pas un capteur, c'est une variation du champ magnétique. OK. Et ça fait que tu peux régler la précision de tes frappes au dixième de millimètre près. Tu peux avoir effleurer une touche de 0,1 mm et la frappe est enregistrée ou aller jusqu'à 4 mm pour avoir l'activation de ta touche. OK. Ce qui est fantastique. C'est comme un besoin extrêmement niché. C'est extraordinaire parce que chaque touche peut être personnalisée avec le niveau de pression que tu désires. Les gamers vont tout de suite voir l'utilité parce que tu peux effleurer une touche et tu tires. Ah, ça va plus vite. Ça va plus vite. Ah oui, je comprends. 2, quand tu frappes, moi c'est nono, mais mon petit doigt pour taper les lettres comme le Z ou le P ou les accents bizarres à droite. Les accents bizarres à droite, c'est plus le petit doigt travaille plus fort. Tu peux diminuer la sensibilité ou plutôt tu peux augmenter la sensibilité de la touche pour que tu puisses effleurer ta touche. Le Z, maintenant, je tape très, très bien mon Z sans crampe. Et tu peux, les touches, ceux qui ont le doigté très fort peuvent dire, moi, c'est 4 mm au fond, j'enfonce. Ouais. La durabilité est extraordinaire. Comme il n'y a pas de pièce mobile, comme il n'y a pas d'usure, ça ne s'use pas. On parle de millions de frappes. C'est un clavier qui est fait, ça a été fait en financement social et ça a l'air d'être fait par une belle gang. Okay. Tout transpire une belle gang de tripeux qui se sont dit on va faire un clavier réparable, ça vient avec des touches de rechange. Ah, ça c'est pratique. Alors donc si tu uses une c'est touche, vraiment, si jamais, puis là on parle de millions de frappes, si jamais tu uses ou tu brises pour une raison quelconque, tu peux enlever la touche. C'est des touches qui sont compatibles avec le standard Cherry MX. Okay. Fait que tu peux acheter, tu peux remplacer chacune des touches avec la touche de la couleur de ton choix, du style de ton choix. Et l'autre option avec le Hall Effect, c'est que la pression des touches est mesurée. Comme c'est pas seulement un contact, c'est vraiment une variation, tu peux déterminer que le niveau de relâchement nécessaire, les touches se réactivent plus vite. Et donc, tu peux faire des combos de touches. Tu peux garder tes doigts sur les 2 touches et enclencher 2 touches en même temps. C'est comme si tu avais le pied, je vais faire une analogie automobile qui va peut-être être douteuse, mais c'est peut-être avoir le pied sur l'accélérateur et le frein en même temps. Une espèce de heel and toe du clavier informatique. Du clavier informatique. Je ne sais pas qui a compris ça au Québec, mais c'est quelque chose. C'est quand même, j'ai compris aussi, non, je suis fier de moi, mais c'est un peu ça. Fait que tu peux avoir 2 touches enfoncées, puis tu peux très rapidement, tu peux configurer très facilement avec une super belle interface chaque touche de ton clavier, la sensibilité, la couleur, l'effet de chaque touche. Vraiment, vraiment trippant. Pour te dire comment l'emballage est très écologique en carton, il y a un bout de plastique. Ce bout de plastique-là sert de protecteur pour ton clavier. Ah, ça enlève la poussière et tout ça. C'est tout nono, mais c'est inclus là-dedans. C'est fait avec du plastique recyclé, câble d'alimentation et à l'intérieur de la boîte. Pratique. Ça, j'avoue que c'est venu me chercher. Une carte postale. Une carte postale à l'intérieur qui dit « Merci de votre support » et ils disent « Si jamais vous avez besoin d'une faveur, envoyez-nous la carte postale, on va voir ce qu'on peut faire. » Des accents sur les touches? On peut remplacer par des touches qui ont des accents dessus. C'est un standard. Fait que c'est vraiment cool. Et le fait d'avoir cette petite attention-là, je ne sais pas ce que les gens vont demander. J'imagine qu'ils ne peuvent pas te donner des millions de dollars, mais je trouve que c'est une belle attention, beaucoup d'amour. Avec un pavé tactile? Est-ce que pourrait aller jusque-là? Peut-être. Tout est possible. Moi, c'est ce que ça me prendrait pour aller avec Android 16. La version desktop, un clavier sans fil qui se replie en 3, tu mets dans ton sac. Et c'est ça. Le truc, évidemment, qu'il faut dire, c'est que c'est un clavier qui n'est pas sans fil. Parle de sans fil, il faut le brancher, évidemment. C'est tout ça un clavier qui coûte 300 $. Oh, quand même. Ce qui n'est pas donné. Petit détail, pendant que j'y pense, tu peux ajuster l'angle de ton clavier avec des petits pieds. Oui, ça c'est en caoutchouc qui sont inclus, donc on peut ajuster précisément ça. Le mal de bras, 300 $, très durable, réparable. J'aime le thème avec Incertec. Et ça tape
merveilleusement bien. Le fait de ne pas avoir à chercher l'interrupteur. Tu n'as pas besoin d'aller jusqu'au fond de ta touche. Très dur à décrire, mais tu peux configurer la sensibilité de tes touches. J'ai hâte d'expérimenter là-dessus. Je suis prêt à avancer que pour les gens qui travaillent au bureau beaucoup et qui se font mal au coude, là, au poignet, à force d'ajuster la sensibilité des touches, ça doit aider cette partie-là du bras. Et pour les gens qui travaillent beaucoup au bureau, c'est peut-être une solution pour éviter d'avoir mal au bras. Comme si c'était passé, le polling, le capteur, capte 8000 fois par seconde des frappes. Wow! Fait que c'est un clavier qui est extrêmement précis en termes de réponse rapide. Ceux qui font du gaming extrême vont aimer ça. Ceux qui veulent taper avec un instrument vraiment prodigieux. La seule chose qui arrive, c'est qu'évidemment, le fait de ne pas avoir la sensation. Ouais. Mais tu peux le faire, tu peux l'acheter avec 2 types de touches avec l'Hall Effect. Il y a plus de pression nécessaire pour l'activer ou non. Le ressort est un peu plus dur, ce que je comprends. Puis encore une fois, tu peux ouvrir chaque touche, remplacer le ressort dedans pour quelque chose de plus costaud. Eh bien. C'est un outil de précision pour... Rappelle-nous la marque parce que j'ai mal compris. C'est Wooting, W-O-O-T-I-N-G. Tu as le 80 qui est celui que j'ai ici. Tu as le 60 qui est un peu plus petit. 80 HE Hall Effect ou le 60 HE Hall Effect. Le 60 a un petit crochet sur le côté. On peut le tenir avec une sangle. C'est magnifique. Et si tu n'aimes pas la sangle, tu peux détacher ta petite boucle sur le côté. Ben oui. Ceux qui veulent quelque chose de slick là, pour leur gaming party. Oui. C'est ça, là. Soirée de jeu. Soirée de jeu, tu arrives avec ton clavier, avec ta sangle. Oh. Ça paraît bien. Et là. Les gens vont vous redouter. Merci Pascal. Ça fait le tour de cette semaine pour une tasse de tech. On a fini. C'est un gros show, assez costaud quand même. Ben oui, moi j'ai eu du plaisir. Je suis content d'avoir C'était pas mal cool de le faire en personne. On remercie nos partenaires, TELUS, Plan Hub, C2 Montréal. On va leur en parler. Écoute, merci d'avoir participé avec nous. Planète Oster, Cogeco Média pour la diffusion partout dans le monde. Il y a Alain McKenna. On peut te suivre dans la presse, dans la balado de voiture. On peut te suivre aussi. Ça tient la route. Ça tient la route, oui. Je ne vais pas me tromper, je sais qu'il y en a d'autres. On a des beaux sujets. On finit la saison, là, on a des affaires pas mal de fun. PascalForget.com pour me suivre. N'hésitez pas à m'écrire. Puis, écrivez-nous. À partir de 98.5. Voilà. Tapez le nom d'où on est ici, Incertec, pour ne pas le nommer. Vous êtes dans la section animateur, on est là, Pascal et Alain. Vous nous envoyez un courriel avec le nom de la place, Incertec. Et vous gagnez un laptop. Là, et vous risquez. Vous courez la chance de gagner. On va faire le tirage probablement pas la semaine prochaine parce qu'on est à l'extérieur, mais la semaine d'après, sans doute. Et vous allez peut-être gagner quelque chose de très bien. Sinon, prenez soin de vous. La semaine prochaine, on est de retour. On va avoir quelque chose en spécial en direct de Cupertino avec Apple et WWDC. Et plein d'autres affaires le fun. On se voit la semaine prochaine à une tasse de tech. Salut tout le monde. Vous êtes un passionné de la Ligue nationale et du Canadien? Ça tombe bien, nous aussi! Le balado Sortie de zone, ce sont les équipes de pros de la presse et du 98.5 qui analysent, évaluent et s'obstinent sur l'actualité de la planète hockey. Sortie de zone les lundis, vendredis, disponible sur la Presse Plus et l'application Cogeco Média.